24 Africa Sport 24 ni ye farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw dicogo kura ye réseaux sociaux kan. Niko Africa Sport 24 a fɔ le grain des aigles du Mali ani farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni wɛrɛw ka daw bɛɛ lajɛlen tulo kan. Africa Sport 24 ni jɛmukan in bɛna lase aw ma Facebook ani YouTube kan min labɛnna a balimakɛ Sule Kulubali ani Ibrahim Tunkara fɛ. Africa Sport 24 farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lase ko ɲuman. Bonsoir à tous les abonnés d'Africa Sport 24. Bienvenue sur le plateau du Grain des Aigles. C'est Ibrahim Tunkara. Ce soir, je suis avec Momo Djabi et Drissa Nono. C'est pour vraiment parler, parce que l'heure est grave aujourd'hui. Le Mali est sans sélectionneur. Et le Mali est sans sélectionneur aujourd'hui depuis le limogeage d'Éric Sékouchel. Plusieurs noms ont été évoqués sans aucune confirmation. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire le point des choses, voir le diagnostic de la situation aussi, les pistes qui devraient être explorées aussi, les erreurs à éviter pour ne pas plonger le Mali dans une crise plus grave. Donc voilà un peu les thèmes qu'on va aborder. Avant cela, on va parler un peu de l'Euro. Et je pense que pour l'instant, on voit du bon football. C'est aussi une belle compétition, cet Euro. N'est-ce pas, Drissa, tu peux réagir en premier? Ouais, bon, en tout cas, je crois que depuis sa débutée, je crois la surprise, ça a été, si je ne me trompe pas, la défaite de la Belgique aujourd'hui. Ouais. Exactement, donc avec Romelu Lukaku qui a raté énormément d'occasions afin d'éviter cette défaite. En tout cas, on a été taquiné par cette même équipe de la Belgique comparée à la nôtre, pour dire qu'elle est à chaque fois belle et elle a à chaque fois des bons joueurs, mais elle ne termine jamais. Et donc, parmi les meilleures nations ou dans les derniers carrés, malheureusement. Et donc, voilà ce qu'on dit. En tout cas, c'est une bonne compétition avec des stades remplis. Et donc, comme ce sont les premiers tours également qui se jouent pour l'instant, en tout cas, les favoris ou sinon les grandes nations de football, comme on le dit, quand même, on respecte leur. Ça, c'est certain. Djabi, bonsoir. Je pense que bonsoir. Tu as suivi l'équipe de France comme tout le monde. On a suivi le match des Bleus. Efficace aujourd'hui, sans jamais sortir de grands jeux. Mais je pense que ça, c'est la marque aussi des Bleus dans le football. Sans jouer, mais ils gagnent. Bon, alors, moi, j'ai suivi à peu près tous les matchs. Mais je ne suis pas un supporter des Bleus. Moi, je ne supporte pas les Bleus. Voilà, je préfère le préciser. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai regardé leur match. Je trouve que c'était poussif. On avait un grand N'Golo Kanté. C'est vrai. Voilà, je pense que ça a été même le meilleur, je pense, du match. Après, bon, les Autrichiens se sont battus avec leurs moyens, quoi. Mais bon, c'est vrai que la France, je m'attendais à plus. Mais bon, c'est les premiers matchs, c'est difficile. Mais là, pour l'instant, sur ce que je vois, la CAN en Côte d'Ivoire, elle n'a rien à envier. Bon, c'est vrai qu'il faut reconnaître que la CAN avait un très haut niveau technique cette année. Même les équipes les plus faibles ont vraiment joué un bon football. Quand on voit le Cap-Vert, la Guinée équatoriale, vraiment, c'était du solide. La Mauritanie, il n'y a plus vraiment de petites équipes en Afrique, Drissa. Non, il n'y a plus de petites nations parce que avant le football n'était pas aussi développé sur notre continent, mais je pense qu'aujourd'hui, avec la création des centres et le suivi de beaucoup de jeunes qui sont talentueux et les binationaux également qui sont courtisés par tous les pays aujourd'hui pour être au niveau, pour ne pas être entre guillemets la régie des autres. Donc tout le monde cherche à se renforcer et à faire venir dans sa sélection des joueurs de qualité. C'est la raison pour laquelle donc, on regarde un peu dans les autres championnats ceux qui ont le niveau assez supérieur que ceux qui jouent au niveau local. Et maintenant, il y a certains également qui jouent au niveau local, mais qui sont des habitués et des compétitions africaines, comme l'Égypte, qui a toujours joué avec ses joueurs locaux, comme l'Afrique du Sud, qu'on a vu récemment avec Hugo Bros et les joueurs de Mamelodi Sundowns. Donc, aujourd'hui, en Afrique, ce qu'il faut reconnaître, il n'y a plus de petites nations. En tout cas, aujourd'hui, quand même, le niveau est assez élevé parce que tout le monde regarde le football.
tout le monde a des joueurs talentueux et tout le monde essaye de faire venir dans sa sélection les joueurs quand même qui ont des niveaux assez élevés que les autres. C'est vrai, hein? C'est vrai, hein? Ça c'est en tout cas la formule qui marche le plus, en tout cas depuis quelques années en Afrique, hein. C'est de développer cette relation aussi avec sa diaspora pour attirer les meilleurs talents, hein. On a vu des équipes comme le Comore et Madagascar qui n'avaient jamais été relevants, hein, dans l'histoire du football, hein. En tout cas africaine, on n'avait jamais vu ces équipes être relevantes, mais depuis un certain nombre d'années, ils sont parvenus en tout cas à mettre les structures en place pour attirer énormément de binationaux. Et on l'avait vu au préalable avec le Maroc, demi-finaliste de Coupe du Monde, pratiquement avec tous leurs joueurs qui sont nés en Europe. L'Algérie, championne d'Afrique aussi avec une large compétition en Europe. Le Sénégal, il y a les centres Djambar et autres, mais il faut reconnaître qu'il y a un très fort contingent aussi de joueurs binationaux. La même chose en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la diaspora est incontournable, hein, dans la réussite d'une sélection en Afrique. Djabi, tu peux réagir à ça, hein? Voilà. Non, tout à fait, hein, pour appuyer ce que tu dis. Aujourd'hui, les nations africaines, ils ont besoin des binationaux, peu importe d'où ils viennent, que ce soit en Espagne, en France, aux États-Unis, en Allemagne. Aujourd'hui, ils ont besoin parce qu'entre guillemets, il y a une formation qui est différente. Donc, quand ils viennent, ben, si la chimie apprend, ça veut dire qu'avec les locaux, si la chimie apprend, ben, ça donne quelque chose de quelque chose de fort. Parce que les gens du pays, on peut dire ce qu'on veut, ils sont très talentueux, très, très. Ouais, c'est du talent pur pour moi. Sauf que quand ils sont expatriés, enfin, sauf les binationaux, bah, disons qu'ils ont. C'est une double culture, on va dire. C'est certain, parce que, voilà, c'est une double culture. Alors, effectivement, au niveau des infrastructures, entre guillemets, on va dire qu'ils sont plus avantagés. Peut-être aussi, même en termes de nutrition, les corps vont se développer plus vite. En général, en Afrique, des fois, ils ont des retards sur la morphologie. Ça vient petit à petit. Donc, c'est tous ces trucs-là, quoi. Non, c'est certain. Et puis, il faut se dire des réalités. Il y a certains postes où il y a pas on ne trouve pas de professionnels en Afrique, hein. Par exemple, on le dit, à part le Cameroun, il y a très peu de pays africains qui produisent des gardiens professionnels, hein. Même un pays comme le Sénégal, tous leurs gardiens, hein, sont issus de la diaspora, hein, où il y a énormément de très, très bons gardiens sénégalais, hein, en Ligue 1, en Ligue 2. Et donc, il y a des postes comme ça où il n'y a juste pas une formation précise. Chez nous, on a vu au Mali, le premier centre spécialisé en gardien vient d'ouvrir, hein. Je pense que ça a ouvert l'année dernière, hein, avec coach Lisa et les autres. À des postes comme ça, on est quasiment dépendant de la diaspora, hein, tout comme même au poste d'avant-centre, parce qu'il y a très peu d'avant-centres qui sont produits, hein, par le football malien. Je ne pense pas avoir vu depuis Cheikh Tidiane Diabaté un attaquant malien de premier rang, hein, être sorti de nos académies. Donc, pour dire qu'en réalité, il y a cette dépendance-là et c'est un volet qui est au cœur, hein, aussi de l'échec même du football malien aujourd'hui, hein, parce que moi, je le dis et répète, si le Mali était parvenu à avoir des renforts du calibre de Moussa Dambélé, Alassane Pléa, Abdoulaye Doucouré ou bien Adama Soumaro, on aurait une équipe qui aurait probablement une autre dimension et aujourd'hui, on ne serait pas dans la crise qu'on vit aujourd'hui avec le départ de notre entraîneur au milieu des éliminatoires au bout de 4 matchs. Et donc aujourd'hui, le football malien est plongé dans l'incertitude. Drissa, on sait que vous êtes beaucoup informé de ce qui se passe au niveau de la fédération et des instances dirigeantes du Mali. Il y a énormément de noms, hein, qui circulent sur les réseaux sociaux. Dans les premières heures du licenciement d'Éric Schell, on avait parlé de l'intérim, hein, du coach adjoint Conti, mais il n'y a jamais eu de publication officielle ou d'annonce officielle de la fédération malienne. Par la suite, on a entendu aussi aujourd'hui une rumeur comme quoi il y a des négociations avec Florent Ibenge, l'ancien joueur aussi sélectionneur de la RDC. Où en sommes-nous réellement, Drissa, dans cette situation au Mali? Alors, ce qu'il faut comprendre, depuis le 13 juin, et après juste le communiqué de la Fédération malienne de football, donc c'est vrai, dans le communiqué, on ne voit pas les noms d'intérimaires, mais c'est qu'officieusement, c'est Conti qui a été appelé. Il a été appelé pour le dire qu'il va assurer l'intérim.
et par téléphone. Et le lendemain, il était à la fédération donc pour quelques travaux parce que il faut également rappeler qu'il est à la tête des U23 et donc il se prépare également pour les JO. Donc, les premières informations, c'est quoi? C'est que d'abord, c'est vrai, cette Conti était l'argent de Richel, c'est que Conti, entre guillemets, c'était celui qui devrait suivre Richel au cas, le jour où celui-ci ne serait pas là. C'est que c'était une politique, d'après ce que j'ai appris et les informations qui sont sorties après, c'est que Conti, c'était en 2025 et après 2025, c'est lui qui revenait à la fin de du contrat de Richel qui terminait en avril 2025. Donc, comme déjà, c'est pour qu'on dit, on l'a nommé adjoint, ensuite il sera en charge des I-23. Donc, les I-23 qui sont également à la porte de l'équipe senior. Là, comme ça, s'il y a lieu d'avoir des joueurs qui sont de l'espoir, qui peuvent également revenir et renforcer l'équipe A. Maintenant, c'est cette information qui a circulé et c'est ce qui était parti, les uns et les autres étaient partis sur ça, au sein même du comité exécutif. Ce sont les premières informations qui sont sorties. Maintenant, il s'est arrivé que Richel n'est pas arrivé au terme de son contrat et qu'il a été bon, ils se sont séparés comme pour parler du terme du contrat. Donc juste après, c'est une information, c'est que les contacts concernant Ibengue, c'est vrai, c'est sorti hier, mais d'après l'information que j'ai reçue, c'est que c'était depuis longtemps. Ils ont pris contact avec lui et ensuite, il était prévu qu'ils se rencontrent aujourd'hui même à Paris. Maintenant, c'est à l'issue des rencontres que les discussions également vont venir. Voilà comment d'où est partie l'information Ibengue. Donc, d'où est partie l'information Ibengue? C'est qu'ils ont pris contact avec son agent, qui est, bon, certains le disent marocain, d'autres algériens. C'est qu'en tout cas, son nom, si j'ai bon nom, il s'appelle Youssef. C'est qu'il y avait des contacts. Et aujourd'hui, il était prévu qu'il sera. Maintenant, vu que l'information est sortie hier et que le vice-président s'est déplacé, il est parti à Paris. Donc, après les informations, donc, je ne sais pas si on peut dire qu'il y a eu une pause aujourd'hui ou après, est-ce que les informations vont continuer. Maintenant, c'est que l'information, c'est à deux niveaux. Certains du comité étaient au courant, d'autres n'étaient pas au courant. Maintenant, d'autres étaient informés sous la base du fait que il y aura un document d'appel à candidature qui va être lancé bientôt et que des propositions, trois noms seraient également proposés et donc au ministère des Sports pour engager un parmi eux. C'est pourquoi, et après le document d'appel à candidature, il était prévu également de discuter, d'avoir des échanges avec le ministère pour voir bon, le budget concernant le nouveau sélectionneur. Donc, tu vois un peu le budget concernant le nouveau sélectionneur, à quel prix il sera payé, qu'est-ce qu'il va demander, son staff, ainsi de suite, pour faire cette décision également. Après ça, finaliser et envoyer tout ça. Mais bon, malheureusement, c'est que après que les informations soient sorties, aujourd'hui, la réunion qui était prévue de se tenir à Paris entre le vice-président et l'agent d'Ibengue, malheureusement, c'est plus tenu d'après les dernières informations avant de monter que j'ai cherché à comprendre. Donc, il n'y a pas eu cette rencontre aujourd'hui. Maintenant, c'est pourquoi tout le monde est là. Maintenant, on attend, on va voir l'évolution des choses, comment est-ce que les choses vont partir et où elles vont se terminer. Si c'est par un sélectionneur, si on va continuer avec Conti, ou bien si on va aller chercher. En tout cas, les dernières pistes, c'est que on tend vers un nouveau. C'est vrai, Conti est là, il était prévu d'aller avec Conti également, voilà, et voir un petit peu les éliminatoires, parce qu'au niveau des militaires, on parle de problèmes de fonds. Donc, un sélectionneur, s'il est recruté, il va falloir le payer. Donc, je pense que ce sont les informations que j'ai, en tout cas, à mon niveau, pour faire passer ça au public sportif. Merci, Drissa. Donc, bon, première impression, moi, je vais dire, c'est que on a l'impression de beaucoup de tâtonnements quand même dans la gestion de cette affaire. Parce que déjà, on avait prolongé Eric Schell pour 2 ans. Et je pense à l'arrivée d'Eric Schell, on était clair, hein? On était là pour créer un projet de jeu, un projet sportif autour du football malien. On avait misé sur un entraîneur qu'on savait ne pas avoir beaucoup d'expérience, hein, tout le monde le savait.
Mais on voulait répliquer un peu ce qui s'était passé avec Jamel Belmadi, avec Aliou Cissé et d'autres jeunes entraîneurs qui ont pris une équipe, qui l'ont construite que 5-6 ans et après qu'ils ont eu des résultats. Eric Chel a fait une seule compétition avec le Mali, qui est la CAN, où il me semble qu'il est sorti en quart de finale face au pays organisateur en prolongation. Une performance que le Mali n'avait pas réalisée depuis 2012. Ça faisait donc 12 ans qu'on n'avait pas atteint. Ouais, 2013, ouais, ça faisait donc 11 ans qu'on n'avait pas atteint les quarts de finale. Maintenant, la deuxième compétition est là en cours. C'était ces éliminatoires de Coupe du Monde. Mais je pense que quand tu es dans un projet sportif, tu ne peux pas avoir des résultats immédiats. Didier Deschamps qui a gagné la Coupe du Monde, le dernier Euro, il est sorti en 8e de finale, si je ne me trompe pas, mais il n'a pas été renvoyé. Il allait ensuite en finale de Coupe du Monde. Pour dire que la même chose pour Aliou Cissé, sa première campagne de Coupe du Monde, ça ne s'est pas bien passé. Le Sénégal ne s'est pas qualifié. Ils ont fait plusieurs CAN où ils n'ont pas eu trop de résultats avant d'atteindre le quart de finale, ensuite d'atteindre les deux finales et une finale et ensuite d'être champion d'Afrique. Donc moi, je pense que dans l'optique d'un projet sportif, je ne comprends pas bien comment licencier un entraîneur au bout de 4 matchs, surtout 2 matchs après l'avoir prolongé pour 2 ans. C'est une réaction qui me semble n'était déjà peut-être un peu trop émotive, basée sur les émotions. Ensuite, aujourd'hui, la gestion même de licenciement. Aujourd'hui, quand tu licencies quelqu'un, c'est parce que tu as un plan, en fait, que tu l'as licencié. Tu sais où tu vas. Tu as quelque chose que tu as préparé. Quand tu n'es pas sûr de ce que tu fais, tu prends le temps de réflexion autour de ça. Donc aujourd'hui, on a l'impression quand même d'être dans une situation de cafouillage au niveau de l'instance dirigeante. Et ça nous rappelle malheureusement des heures sombres du football malien. Je me souviens en 2005, où le Mali a espéré aller en Coupe du Monde 2006. On n'a pas bien démarré les éliminatoires. Et on s'est lancé aussi dans cette course folle au sélectionneur magique. Et finalement, on a loupé la CAN 2006. On a été éliminé au premier tour en 2008 et 2010. Et on a fait 6 ans, en fait, sans avoir une équipe. On a Youssouf qui nous a rejoint, donc on va donner la parole aussi à Youssouf. Youssouf, est-ce que la situation actuelle du Mali rappelle la période 2005-2006? Salam alaikum à vous tous. Mohamed, ça va? Drissa, bonne fête à tout le monde. Bonne fête à toi. Merci les gars. La santé, c'est ça, c'est la santé le plus important. Ensuite, après ça, je vous ai rejoint un peu plus tard, mais j'ai compris vous parler de la situation, quoi. Le fait qu'on a, disons les mots, on a jeté comme un propre shell, et alors qu'on sortait de grosses périodes très compliquées pour notre football. On a choisi de miser sur un ancien footballeur malien, devenu entraîneur, pas d'expérience, mais avec des idées. On l'a vu, il faisait jouer l'équipe. On voyait des joueurs émerger du lot. Puis on va à cette CAN-là en Côte d'Ivoire on n'avait pas d'objectif clair. On ne visait pas le titre. On allait pour faire un parcours honorable. Et on était plus que surpris parce qu'on a dépassé le stade des huitièmes. On est arrivé en quart de finale quand même avec Shell. En sortant du bon jeu contre une super équipe de Côte d'Ivoire. Un match de football, il y a un perdant et un gagnant. Il y a aussi des événements dans un match qui se passent qui peuvent te faire perdre le fil du match. Ce qu'on a subi. On revient, on fait 2 matchs de préparation, ça se passe bien. Puis on décide, ensuite on entame les matchs officiels. Une défaite au Ghana qui rappelle le match contre la Côte d'Ivoire. Ensuite, un voyage, mais c'est vraiment de l'amateurisme total pour Johannesburg. Et l'entraîneur saute. Entre-temps, il y a eu des événements qui étaient organisés au Mali pour honorer nos champions après la saison qu'ils ont fait. C'est tout à fait normal. Mais c'est aussi une donnée qu'il faut prendre en compte. Cette donnée-là, c'est ce que je viens de dire, parce que peut-être c'est là qui a aussi précipité la chute du sélectionneur. Maintenant, les personnes qui gèrent le football ont pris une décision émotivement. Et alors que dans ce monde du football, les grosses décisions se prennent à froid. Nous, ça n'a pas été le cas. Les joueurs ont parlé. Il y en a, on les a limite
pas menacé, mais on les a fait comprendre que tu n'as pas le droit à la parole. Merci. Tu suis, voilà, tu te tais, tu suis. Ça, c'est fini. C'est fini parce qu'on en a tous marre de ça, ce qui se passe. Là, on vironchelle. Là, nous perdons 5 années. C'est un projet. C'est du long terme, les sélectionneurs. Maintenant, il faut que les joueurs sacrifient leur carrière avec la sélection. C'est le moment ou jamais de dissoudre cette fédération-là et de repartir sur une base. Amari Traoré, c'est le capitaine. Djadji Samasekou, c'est vice-capitaine. Amadou Aïdara, c'est un joueur confirmé de la sélection. Pareil pour Bissouma. Pareil pour Niakate. Il y en a plein d'autres. Il faut qu'ils prennent Ibrahim, ensemble. vous m'accordez quelques minutes. Hein. Quand tu m'appelles, je sais pas. Voilà. Il faut qu'ils prennent ensemble, qu'ils aillent ensemble. C'est un noyau, c'est une équipe. Il faut qu'ils aillent ensemble, communiquer ensemble, que eux, ils se retirent de cette sélection-là tant que les choses ne sont pas à plat. C'est les joueurs qui détiennent. C'est pas nous les journalistes, c'est pas nous les fans du Mali, dans le Mali, à l'extérieur du Mali, c'est les joueurs. Là, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête ce qui est en train de se passer à la fédération. J'assume mes propos. Hein. Nous avons le président de la fédération. Il y a eu des élections, certes, mais cette personne qui gère notre fédération est en prison. Pour une affaire qui ne correspond pas au football, mais il est en prison. À partir du moment qu'il est en prison, dans des organisations où il y a un respect mutuel vis-à-vis des amateurs du football, on dissout, on repart sur notre élection. On ne l'a pas fait. Et ce comité-là qui est avec la fédération-là, qui est là actuellement, a montré ses limites. Ce qui s'est passé pour le voyage à Johannesburg, c'est la fin. Maintenant, aux joueurs, je sais que peut-être leur famille nous écoute, peut-être qu'il y a plein de gens qui sont autour d'eux qui nous écoutent. Il faut qu'ils prennent, il faut qu'ils se soudent entre eux, ensemble. Amadou Aïdara, il faut qu'il arrête pendant 2 ans la sélection, il arrêtera pendant 2 ans la sélection. Pareil pour Samasekou, pareil pour Bissouma. Parce que s'ils ne prennent pas sur eux de sacrifier leur carrière, de louper une canne, 2 cannes, une Coupe du Monde, les générations qui vont venir, les Brahim Diarra, les Makalou, tout ça, et ben en fait, ils vont subir la même chose qu'ils ont subi. Il faut que nous arrêtons. Parce que là, l'État ne peut pas rentrer, en fait, ne peut pas rentrer dans le conflit, parce que ça le rentre dans le conflit, la FIFA va intervenir direct. Et ça, nous savons tous. Nous le savons tous. Et donc, ça, la fédération, elle le sait. Et pour se protéger, elle a fait sauter Shell. Alors que ce n'est pas Shell le souci, c'est elle-même. Parce que dans la fédération, ils sont là. Certes, c'est des passionnés de football, mais ils ont atteint leurs carences, leurs limites. Et tout être humain a des limites, a des carences. Mais quand tu fermes quelque chose, un sport populaire à tout le monde, et que tu voulais régler entre 20 à 30 personnes, ça ne marche pas. Maintenant, moi, je le répète, aux joueurs, prenez vos responsabilités. Soyez unis. Allez au bout de votre démarche. Aide Bilal Touré, Amadou Aïdara, Amari Traoré, annoncez votre retrait de la sélection nationale tant que cette fédération-là n'est pas dissoute, qu'on repart avec des gens qui ont le football comme vision et que ces personnes-là ont l'objectif de mettre la fédération indépendante. Ça veut dire qu'elle ne va plus recevoir de financement de l'État de, 4-5 milliards de francs CFA. C'est de l'argent du commerçant, de la dame qui vend ses légumes au marché, qu'on joue avec, en fait. Il faut que la fédération soit complètement autonome. Toutes les fédérations du monde reçoivent de l'argent de leur ministère des Sports. Il y en a, ils vont recevoir peut-être 2%, 3%, peut-être ils vont recevoir peut-être 1 million d'euros, 2 millions de dollars. Mais le reste, c'est elle-même qui gère ses revenus. C'est les gens qui sont à notre fédération, ils sont incapables de gérer des revenus, de créer des revenus de la fédération elle-même. Elle dépend de l'État. Et en fait, elle joue. Donc voilà, moi c'est ça que j'avais à dire. Je m'excuse. Je prends sur moi, c'est pas Africa Sport 24 qui le dit, c'est moi, c'est Youssouf. Parce qu'à un moment donné, on est un plateau libre. On est un plateau libre. À un moment donné, c'est trop. Le football, c'est un sport qui réunit des gens. C'est vrai que c'est un sport. C'est un endroit qui permet à la population de se divertir, on ne va pas se mentir. Mais qui crée aussi ses métiers, qui crée ses revenus. Mais qui fait aussi, il y a des gens au Mali et dans la diaspora qui veulent travailler pour que le Mali, en fait, quelque part, pour que ça puisse rayonner, en fait. Mais là, nous sommes en train de rayonner dans le côté du comique. On dirait on est dans un studio Walt Disney. Merci Youssouf. Youssouf, on va un peu avancer dans le sujet. Donc, en tout cas, merci pour ton analyse.
Youssouf qui donc plus ou moins appelle les joueurs à décider de se braquer contre la fédération. C'est vrai qu'il y a un paradoxe au Mali, hein, parce que quelque part, on voit que l'État a fait des gros investissements dans le football, a rénové Kabbalah, a rénové pratiquement tous les stades du Mali, et on a signé un entraîneur pour du long terme, mais subitement, on semble vraiment abandonner notre projet sportif. C'est troublant. Il faut dire que c'est vraiment une décision qui est troublante, d'autant plus qu'au-delà du bilan sportif purement sur le plan comptable, on peut dire que Shell, il a apporté d'avoir un staff de qualité, hein, au Mali. Hein. Il a des préparateurs physiques. Ah, oui. Excuse-moi, entre parenthèses, Shell, il a apporté un staff qui aurait pu être amélioré si on leur aurait donné des moyens. Nous-mêmes, toi et moi, nous connaissons aussi un préparateur physique malien qui bosse dans le championnat des nationaux, Suleiman Koné, qui aurait peut-être se greffer à ce staff-là, comme d'autres. Comme d'autres, effectivement. Comme d'autres, mais c'est donner les moyens à Shell. Shell, on n'a pas donné les moyens complètement. Un staff national, il faut compter 50 personnes. Minimum. C'est ça. Et on a renouvelé Kabbalah, on est parti avec Shell sur un projet, on stoppe le projet. Mais on repart à zéro. Le problème, c'est troublant. C'est troublant, en fait. Il n'y a pas de cohérence. Les sélections nationales, c'est des continuités. C'est sur des longs processus. 5, 10 ans. C'est ça. Et nous, on l'a arrêté au bout d'une compétition. Mais il n'y a pas de logique. C'est ça. Donc comme je reviens un peu sur ce que je disais, déjà, il y a eu un staff qui a été mis en place. Il faut le dire, on a eu un préparateur physique. C'est la première fois que l'entraîneur de l'équipe du Mali avait un analyse vidéo, en tout cas, qui était déclaré, hein, à part à la CAN, la dernière fois où Foussé d'avoir amené quelqu'un, qu'on a eu vraiment des GPS pour vraiment voir la performance de nos joueurs dans leurs entraînements et autres. Au-delà de ça, Shell, c'est quelqu'un aussi qui avait une très bonne relation dans la diaspora. Hein. On l'a vu que le Mali avait attiré énormément de joueurs. Il a révélé beaucoup de joueurs. Il y a des garçons comme Sikou Niakate, qui est aujourd'hui notre meilleur défenseur, qui est venu sous l'ère Shell. On a vu des garçons comme Lassine Sineoko qui se sont révélés. Il a lancé un jeune comme Kamori Doumbia, qui est aujourd'hui dépositaire du milieu de terrain au Mali. C'est un entraîneur qui a réussi aussi à avoir la confiance de l'ensemble des joueurs de la sélection. Et quelque part, il a donné aussi une identité de jeu au Mali avec ce 4-4-2 losange, ce pressing haut, qui nous a donné une marque en Afrique. Hein. Beaucoup de gens ont observé notre équipe et autres. Donc aujourd'hui, licencier cet entraîneur-là, c'est un fait. Mais aujourd'hui, dans le choix de son remplaçant, est-ce que cette personne pourra faire les mêmes choses? Parce que moi, je suis désolé. Hein. Si on remplace Shell, moi, je veux au moins les mêmes choses. On ne peut pas aller plus bas. Hein. On ne peut pas nous dire aujourd'hui qu'on va prendre un entraîneur qui n'a pas plus d'expérience au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations que Shell. On ne va pas nous dire qu'on va prendre un entraîneur qui n'a pas autant de connexions en diaspora pour faire venir des joueurs professionnels. Je suis désolé. On ne va pas nous dire qu'on va prendre un entraîneur qui ne peut pas nous emmener un staff professionnel du même calibre, ou sinon plus que l'équipe de Shell. Donc, les résultats, c'est bien, mais je pense que si on a pris la décision de le renvoyer, ce n'est pas pour reculer. Donc, Djaby, aujourd'hui, des pistes qu'on voit, est-ce qu'on semble aller vers la direction d'un entraîneur d'un calibre plus élevé que Shell, ou on va encore vers l'inconnu? Pour moi, on va vers l'inconnu. Hein. On va vers l'inconnu parce que, comme tu l'as si bien dit, Eric Sékou Shell, il a donné une identité à cette sélection des Aigles. Et il a amené une certaine une identité, une philosophie. Tout le monde adhère. Que ce soit, enfin, on va dire la plupart, c'est des joueurs qui sont confirmés, qui sont hauts, mais même cette connexion avec les binationaux, d'aller les chercher et tout, je vais dire, peut-être le prochain sélectionneur qui sera là, peut-être il va aller, enfin, entre guillemets, il n'arrivera peut-être pas à tirer, il n'aura peut-être pas cette connexion avec les autres, avec tout le respect que j'ai pour la prochaine personne, le prochain sélectionneur qui sera en place. Non, je pense qu'il fallait lui laisser du temps. La Fédé ou le département, je ne sais pas, je pense qu'ils ont cédé à la pression médiatique populaire du public parce que c'était sous l'émotion. Voilà, c'est vrai qu'il perd quoi? Je crois qu'il fait que 3 défaites, si je ne m'abuse. Après, c'est vrai que c'est voilà, c'est bon. Tu as le quart de finale contre la Côte d'Ivoire qui fait très très mal. Tu as le Ghana aussi là pour les éliminatoires là. Mais il faut lui laisser le temps. Comme tu l'as si bien dit, Lucie, ça fait quoi? Ça fait au moins 8 ans qu'il est là.
Depuis 10 ans maintenant, plus de 10 ans maintenant. 10 ans. Tu imagines, 10 ans. Lui, il est venu, ça, je crois qu'il a peut-être quoi, 2 ans avec ses couchettes. Ça fait 2 ans qu'il est là, non? Il n'a pas complété ses 2 ans, je pense pas. Hein. Bon, bientôt 2 ans. Il n'a pas complété ses 2 ans. Il a fait une CAN. On peut dire ce qu'on veut, c'est quelqu'un qui n'avait pas beaucoup d'expérience. Il découvrait la compétition de haut niveau. Et il va en quart de finale. Je suis désolé. Et après, il va en quart de finale. Mais c'est pas on joue boum devant, le jeu est arraché. Non, c'est avec une identité de jeu. Ils ont séduit le monde entier. Il fallait le laisser. Il va se couper. Comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, Didier Deschamps, ça fait combien d'années qu'il est là? Non, je pense que sur ça, quand même. Il a déjà raté des compétitions. Hein. Il a raté des compétitions, il en a réussi d'autres. Exactement. Et je pense que contre la Suisse, non, en huitième de finale. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Une année après, ils vont faire la Coupe du Monde. Redragui, ils vont en demi-finale de la Coupe du Monde. Le Maroc était qualifié à la Coupe du Monde au Qatar. Oui, en demi-finale. L'objectif, c'est de sortir des poules. Mais ils sont arrivés jusqu'en huitième. Il va à la CAN, en Côte d'Ivoire, il sort dès les huitièmes de finale. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben oui, le président de la fédération a compris. Il a dit non, il faut de la continuité. L'échec, il y a plus d'échecs dans une sélection que de victoires. Soyons pas. Pour moi, c'est pas football. Hein. Mais oui, il y a plus d'échecs que de victoires. C'est logique, en fait. Tu as plus d'échecs que de victoires. Tu ne peux pas gagner tout le temps, en fait. Je veux dire que, au but, moi, objectivement, notre groupe n'est pas encore à maturité. Je veux dire, on a un bon groupe, mais ce n'est pas un groupe qui est encore à maturité pour avoir des exigences élevées. Donc, moi, je suis vraiment, j'ai peur d'un scénario de 2005, 2006, où on s'est lancé, après on s'est même, parce que les éliminatoires de la CAN arrivent, ça va être 3 mois. Hein. Donc là, si on se plante, on n'ira même pas à la CAN. Hein. C'est pas un scénario qu'il faut écarter. Hein. Moi, je n'écarte pas ce scénario aujourd'hui. Hein. Non, tu as tout à fait raison. Hein. Ça nous prend en nez. Ouais, ça nous prend en nez. Hein. Moi, je suis d'accord avec ce que Youssouf dit. Je pense qu'il y a un moment, il faut que les joueurs prennent leurs responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, entre guillemets, c'est eux, on va dire les premiers acteurs. C'est eux qui sont au devant. Donc, c'est à eux, entre guillemets, voilà, on se concentre de prendre responsabilité. Tant qu'au niveau de la Fédé ou du département, je ne sais pas, ça ne change pas, eh ben, nous, on boycotte. C'est ce qui est arrivé avec l'équipe féminine. Hein. Ils ont vu, comment ça s'appelle, Diacre. Et finalement, la Fédération française, ils ont viré Diacre parce qu'elle ne s'entendait pas avec certaines joueuses comme Wendy Renard, il y avait Henri, enfin bref. Je pense qu'il faut créer un électrochoc, mais ce n'est pas qu'avec le sélectionneur. Parce que si on met un sélectionneur et qu'en haut, ceux qui gèrent la maison, ça ne va pas, en fait, ça sera toujours de la débrouillardise. C'est de l'amateurisme. On peut pas évoluer, on ne peut pas demander de la qualité des résultats. Dans l'amateurisme, c'est de l'amateurisme. C'est impossible. Voilà. C'est impossible. Il y a un moment, il faut poser les bases. Voilà. Je te rejoins. On a eu des exemples avec la Côte d'Ivoire, le Sénégal, et puis même d'autres pays. Regardez la Mauritanie. Dans pas longtemps, ils vont passer devant nous. Hein. S'ils ne sont pas déjà passés. Je pense que ça risque d'arriver. Il y a la structure en Mauritanie. Ils écoutent, la Fédé écoute le staff. Ils font des remontées avec les joueurs. Mais c'est normal. C'est moi qui bug ou ça bug. Ouais, Ousmane, je pense que c'est toi qui bug. Moi, Djabi, je te remercie de me rejoindre. Brahim, je sais qu'on se rejoint tous dessus. Il faut que les joueurs aillent au bout. Ils aillent au bout. C'est eux qui ont la clé. Ils ont la clé, en fait. Soyez solidaires. Sacrifiez votre période. Si on loupe la CAN 2025, comment c'est peut-être trop radical, mais dans ces cas-là. Non, moi, en fait, mon point, c'est où? C'est que j'attends de voir ce qui va se passer dans les semaines à venir. Parce que l'affaire est mal engagée, mais l'affaire peut être récupérée déjà à plusieurs niveaux. Moi, ce que je pense qu'on peut faire aujourd'hui, c'est quoi? C'est réunir les anciens avec qui la fédération, pourtant, je ne sais pas pourquoi ils se prennent la tête avec eux, appeler des gens comme Kadouté, Sédou Keita et Cédric Kanté, avoir une discussion franche. C'est vrai que les choses se sont mal passées, hein, parce que la dernière fois, ils ont été à l'écoute, ils ont été là pour assister la fédération, mais la fédération ne les a pas vraiment écoutés. Hein. Elle les a juste utilisés pour calmer le public. Appeler ces gens, cette fois, leur donner de véritables fonctions, hein, et qu'ensemble, ils aident à trouver d'abord, pas seulement un sélectionneur, qui reviennent au sélectionneur Brahim. Quoi? Excuse-moi de te couper. Si
je te suis, hein, je te coupe 2 secondes. Quand on appelle les anciens, ils reviennent. Nous savons tous que la décision a été prise à la hâte. Il faut revenir en arrière. Il faut reprendre les sélectionneurs, en fait. Non, on peut pas. Je pense que ça devient compliqué, hein, parce que s'il s'est fait virer déjà et le rappeler comme ça, moi-même, si je suis chef, je n'accepterais pas de travailler dans ces conditions, hein, parce que ça montre déjà, c'est un avis, c'est un désaveu. Tu ne vas pas apprendre que tu es renvoyé sur les réseaux sociaux. Tu as fait confiance à des gens, tu as fait confiance à un staff, tu t'es engagé dans un projet à long terme. Ça montre que ton employeur ne croit pas à ce projet. Donc, moi, à titre personnel, je n'accepterais pas de revenir dans de telles conditions. Hein. Je comprends que Shell n'accepte pas. Pour moi, je pense qu'il ne reviendra pas, Shell. Ça fait presque 2 ans. Il voit comment ça se passe. Il voit autour de lui, c'est pas bien structuré. Et quelque part, c'est peut-être même un soulagement pour lui aujourd'hui. Enfin, c'est un désaveu de la part de la confiance de ses employeurs. Mais quelque part, peut-être, comme on dit, tout ce que Dieu fait est bon. Hein. En tout cas, pour lui. En tout cas, parce que c'est vrai que la pression, la problématique, c'est que nous, les Maliens, alors oui, on a de l'ambition, on espère tellement que notre équipe nationale réussisse parce qu'on a toujours eu des bons joueurs, voilà, même voire des fois quelques très bons, mais beaucoup de bons joueurs. C'est vrai. Voilà, c'est ça. Et à chaque fois, ça se joue toujours à pas grand-chose. Donc, c'est de la frustration. Et aujourd'hui, entre guillemets, on va dire, on est les seuls qui n'ont pas gagné de CAN. Le Soudan a gagné une CAN, si je m'abuse. L'Éthiopie a une CAN. Mais le Mali n'a pas de CAN en 2024. Il y a des chiffres qui sont inquiétants parce que tu sais que le Mali, c'est la seule équipe en Afrique qui a gagné le plus de matchs en Coupe d'Afrique des Nations sans jamais avoir remporté la CAN. Et on est l'équipe qui a joué le plus de demi-finales d'une Coupe d'Afrique des Nations sans jamais avoir remporté la CAN. Donc, en fait, quelque part, le talent, il est là. Mais ce delta-là, cette marche qui nous manque, en fait, elle est significative parce qu'en fait, ça vient du fait qu'on n'arrive pas à bâtir un projet sportif. Et ce qui est frustrant, c'est qu'on avait l'impression qu'il y avait un projet sportif au Mali aujourd'hui avec Shell. Le résultat, pour moi, c'est optionnel en fait, parce que le football ne se construit pas en 1 an, 2. Toutes les équipes qui gagnent là, qui ont fait une dynastie haute dans le sport, ça s'est créé dans des années. Alex Ferguson, il a mis 8 ans. Alex Ferguson a mis 8 ans avant de gagner un premier titre avec Manchester United. Et c'est un des plus grands entraîneurs de l'histoire. Hein. Je pense que Guardiola peut-être l'a battu aujourd'hui. Mais avant Guardiola, il était certainement le plus grand entraîneur à avoir jamais entraîné en Angleterre. Pour dire que le résultat immédiat n'existe pas au football. En fait. Mais voilà, ça n'existe pas. Hein. Bien sûr, Brahim, il y aura plus d'échecs. Voilà, ça n'existe pas. C'est sur des longs processus. Donc aujourd'hui, la situation, la situation aujourd'hui est compliquée. Ousmane, on te reçoit bien. Hein. Félicitations aux Bleus, on est heureux de la victoire des Bleus. Ousmane. Merci. Ousmane, on parle aujourd'hui de la situation d'Eric Shell, hein. Du départ de la situation d'Eric Shell, l'inconnu dans laquelle on est plongé aujourd'hui, l'impression globale de tâtonnement hein, qu'on a autour de la gestion de ce départ. Ousmane, est-ce que c'est ce fiasco? Je pense que depuis quelques mois, Eric Shell avait décroché un peu de l'équipe nationale. Hein. Je pense qu'il avait beaucoup d'attentes, mais il avait vu déjà qu'il n'y avait pas réellement un projet sportif à long terme hein, avec l'équipe nationale du Mali. Hein. Donc, aujourd'hui, avec cet échec, est-ce qu'aujourd'hui, la fédération malienne a le crédit encore même autour des acteurs du football malien? Les acteurs, je parle des joueurs, je parle des soutiens à la fédération, hein, toutes ces personnes qui aident encore à avoir des joueurs pour le Mali. Hein, et même les anciens joueurs, hein, d'autant plus qu'on a vu clairement qu'ils sont allés organiser un événement pour opposer un événement de Ali Kaba, hein, où pratiquement il y avait tous les anciens hein, qui ont pris leur billet venir jusqu'au Mali pour son événement. Est-ce qu'aujourd'hui, cette fédération a encore une crédibilité dans le football malien, Ousmane? Ben déjà, premièrement, bonsoir Momo, Youssouf, Ibrahim et tous les acteurs de l'émission. Bon, personnellement, déjà, j'ai eu un peu de retard parce que je suis à l'étranger. Je suis pas en France actuellement. Revenons sur ta question. Honnêtement, pour moi, par rapport à Eric Shell, la fédération, on avait déjà, personnellement maintenant, en ayant eu l'occasion de discuter avec Eric de l'équipe nationale,
c'est vrai que c'était très compliqué au niveau de la sélection, au niveau de, comment dire, au niveau de voir au long terme qu'est-ce que la sélection Oui, il ne pouvait voyait plus au apporter. long terme, mais il faut dire la vérité, Voilà. Ousmane. Shell ne se projetait plus, hein, depuis 3-4 mois, il ne travaillait plus au long terme. Il savait que Oui, c'était mais tout simplement parce qu'on lui a pas donné la possibilité de se projeter. À un certain moment, on lui demandait d'essayer d'avoir des binationaux. À un certain moment, on lui demandait d'avoir des joueurs locaux. Voilà. Je pense qu'il y a eu plusieurs discours qui ont été faits à Eric à un certain moment. Et à un moment donné, forcément, il a commencé certainement à ne plus croire au discours de la fédération. Aujourd'hui, on ne sait pas où la fédération malienne veut en venir. Il n'y a aucun projet clair sur ce que la fédération veut faire de l'équipe nationale. Mais il faut s'étonner que l'équipe nationale ne sait pas où aller non plus. Aujourd'hui, on n'a pas donné les possibilités à Eric de pouvoir aller au bout de ce qu'il a voulu mettre en place et qu'on ne s'étonne pas des résultats derrière. Les joueurs aussi, on leur a pas donné la possibilité de voir plus loin que ce qu'on leur propose aujourd'hui. Donc, qu'on ne s'étonne pas non plus. Tant qu'il n'y aura pas de projet sur le long terme, qu'on ne s'étonne pas qu'il n'y aura pas de résultats. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que la Fédération malienne de football veut avoir des résultats? Moi, je me pose forcément la question. Parce que ça fait tellement d'années qu'aujourd'hui, il y a des gens de bonne volonté qui essaient d'apporter leur pierre à l'édifice à cette sélection, à qui on ferme la porte, à qui on ne donne pas la possibilité de pouvoir s'exprimer, qu'à un moment donné, il est légitime qu'on se pose la question sur est-ce qu'en vrai la fédération veut faire évoluer la sélection malienne, veut aller prochainement à une Coupe du Monde, veut gagner la CAN. Il faut se poser les questions en tout cas. Moi, personnellement, pour le moment, je pense qu'ils voient plutôt le bout de leur nez à eux qu'essayer de voir pour la population malienne qui espère enfin des résultats à l'équipe nationale. Donc, aujourd'hui, nous, on est tributaire de la situation. Qu'on le veuille ou non, c'est la fédération qui choisit à notre place. Donc aujourd'hui, pour moi, encore une fois, même si demain Florent Mbengue est coach de l'équipe nationale, c'est flou. On nous parle de Florent Mbengue, on nous parle de Conti. À un moment donné, on ne sait pas vraiment ce qu'ils veulent faire. Mais à un moment donné, je pense que cette fédération il doit y avoir la dissolution de cette fédération et recommencer à zéro. Merci. On est d'accord, merci. Voilà pourquoi je me répète aux joueurs d'aller au bout de leur processus. Allez au bout, unissez-vous, retirez-vous de la sélection. Exactement. Sacrifiez la CAN 2025. Amari Traoré, Sekou Niakhaté, Amari Aïdara et toute l'équipe pour que la génération d'après qui va venir après vous ne va pas subir ce que vous subissez. C'est extraordinaire. Je vous dis, on vit chez Mickey au Mali. On vit dans le football malien, c'est Walt Disney. En fait, on demande l'excellence pour la matrice totale, pour en fait des personnes qui gèrent notre football, qui n'ont pas le recul nécessaire. Après un bon parcours en Coupe d'Afrique des Nations, la compétition reine du football africain, après des temps 11 ans, pendant 11 ans, on n'envoyait pas les quarts de finale d'une compétition. On produisait un football négatif, qui n'était pas plaisant à voir du tout. Il y avait des prémices de quelque chose qui arrivait. Maintenant, en fait, sur le coup de l'émotion, on a pris des décisions à la hâte, en fait. Et là, ça ne passe pas. Aux joueurs, allez au bout, sacrifiez votre carrière pour que les générations d'après n'ont pas à subir ça. Il faut dissoudre la fédération. Il faut dissoudre. Merci. Momo, moi, avec le contexte actuel, il faut dire, les joueurs, je pense qu'il y a eu une cassure aussi entre les joueurs et la sélection, plus ou moins. Je ne peux pas dire tous les joueurs, mais au vu un peu des différentes publications, des bruits de couloir qu'on entend ça et là, est-ce que le prochain sélectionneur, quel qu'il soit, est-ce qu'il peut réussir sans qu'il y ait vraiment une révolution profonde du football malien? Est-ce que ce prochain sélectionneur, quel qu'il soit, n'est pas voué à l'échec, en fait, dans le contexte actuel? Franchement, ouais, c'est... Bah oui, il est voué à l'échec, en fait, la personne qui va venir... Après, encore une fois, je souhaite vraiment la réussite pour le football malien, parce que ce qui importe, c'est le football malien. Mais il y a un moment, s'il n'y a pas les moyens, entre guillemets, il va venir, il va faire quoi? Allez, peut-être une bonne petite série et tout. Allez, peut-être faire 1 an.
et il partira. Et puis la finalité, on fera que du surplace. Brahim. Il y a un moment, faut. Non, mais je pense que là, il faut vraiment attaquer la racine. Il faut attaquer la racine. Il faut que l'État prenne ses responsabilités, en fait. Il faut que l'État prenne ses responsabilités, en fait. Tu prends un nouveau sélectionneur. Tu prends un nouveau sélectionneur. Excuse-moi, les gars. Tu prends un nouveau sélectionneur. Ça va être quoi son staff? 10 personnes? 15 personnes? Pour aller concourir contre des sélections qui ont 30, 35, 40 personnes? Qui ont des analyses vidéo, il a tout un staff, où tous les mois, ils sont payés à temps? Où ils sont libres, en fait, de sélectionner les joueurs qu'ils veulent. On ne leur demande pas demain, charge-nous des binationaux, demain, il faut que tu ramènes des joueurs du Stade Malien, du Djeliba ou du Real. Non, il faut attaquer le mal. Le mal, il est tout désigné, c'est la fédération. L'État ne peut pas intervenir parce que si ça intervient, la FIFA va sanctionner. Si je ne me trompe pas, le Mali, est-ce que le Mali n'est pas en sursis même? Non, mais le Mali peut être en sursis, mais il y a la loi malienne aussi. Hein, je pense que le président de la fédération aujourd'hui est incarcéré depuis plus d'une année. Hein, je pense qu'il est en prison depuis plus d'une année. Est-ce qu'en étant en prison légalement, tu peux avoir exercer une fonction fédérale? Tu ne peux pas. Dans tous les moi, je pense que l'État a son droit. Hein, je pense que l'État peut être dans son droit de demander la dissolution de la fédération ou d'organiser des élections. Bien sûr. Au moins, parce que le point, c'est quoi? Moi, à mon avis, s'il y a cette fédération qui est maintenue, l'État doit obligatoirement imposer un certain nombre de personnes de confiance du public sportif malien. Parce que moi j'essaie de trouver, parce que je vois le mur. Je nous vois, on est à 100 à l'heure, il y a le mur. Mais moi, j'essaie qu'on va dévier un peu pour éviter le mur. Aujourd'hui, pour sauver cette affaire, ce n'est pas un sélectionneur. Il faut mettre en place une organisation autour de l'équipe nationale qui peut avoir la confiance des joueurs, la confiance des supporters, de tout le monde. Sinon, ça va être la catastrophe. Même si on emmène José Mourinho demain au Mali, avec la situation dans laquelle on vit aujourd'hui, il ne pourra pas réussir son travail. Non. Il ne pourra pas réussir son travail. Donc, avant ça, moi, je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement, ils doivent appeler les Sédou Keita, les Kadouté ou autres, pour vraiment qu'ils les aident à mettre en place une structure autour de l'équipe nationale, de la gestion du football malien. L'État a mis énormément d'argent dans les stades, dans beaucoup de choses, en Kabbalah et tout ça. Là. On doit accepter de mettre des fonds pour pouvoir outiller l'équipe nationale correctement. Et maintenant, ce sélectionneur qu'on va choisir, qui va être sélectionné ou autre, avec la fédération va jouer son rôle, mais avec l'aval de ces experts-là maliens, on va essayer de le soutenir, lui, d'avancer. Mais s'il n'y a pas une intervention de l'État maintenant, moi, je ne vois pas comment le football malien va s'en sortir. Laisse-moi te couper. Il n'y a pas longtemps, ils n'ont pas fait un espèce de mémorandum. Il y avait un après la CAN. Le football malien, non? Ils ont fait ça il n'y a pas longtemps. Symposium, là, c'est pas ça? Oui, mais symposium apprend en chasse ton entraîneur 2 mois après. Je ne comprends pas. Hein. Voilà. On travaille dans la durée ou on fait quoi? C'est ça, ça n'a pas de sens, en fait. On a des entraîneurs maliens. Djibril Dramé, Mahmoud Kane, on en a, ils sont là. Et maintenant, on a des entraîneurs aussi à l'extérieur du Mali. On a décidé de partir. Shell est parti, mais Shell, ce n'est pas le mal. Le mal, c'est la Fédé. L'État subventionne la fédération. Je veux dire, même à 99%. Donc, à un moment donné, il y a un droit de regard, si ce n'est pas de gestion de cette Fédé. Mais comme tu l'as dit, il faut qu'elle appelle les anciens footballeurs et aussi les entraîneurs qui sont au Mali. Il faut qu'en fait, là, prenne une décision. Où la fédération, pour moi, elle doit être dissoute. Moi, je vais être clair et net, elle doit être dissoute, cette fédération-là. Parce qu'en fait, c'est la maîtrise totale. On ne sait pas, jusqu'à présent, normalement, une fédération, toutes les fédérations du monde, tu vas sur leur site officiel, tu vois d'où les fonds viennent, d'où les fonds y vont. Dans quel domaine? Dans tous les domaines. Formation à l'arbitrage, aux médecins, tout. Mais nous, il n'y a pas. Il y a une poignée de personnes qui le savent. Pourquoi? Alors que la Fédération malienne de football, c'est une association, c'est une assoce à but non lucratif et c'est une assoce, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, tout ce qu'elle génère, elle doit le redistribuer à ses membres. Il n'y a pas ça chez nous. Comment t'expliques qu'on prend des entraîneurs, des staffs, on ne paye pas tous les mois? Mais après ça, on veut aller prendre un entraîneur étranger. Mais demain, on va à la FIFA en justice. On va aller au TAS, on va perdre encore. Qu'ils arrêtent. Ils aiment le football, mais ils ont atteint leurs limites. Voilà, moi, c'est ça que j'ai à dire et tout. Merci, Youssouf, pour ton analyse. Maintenant, on va parler peut-être du profil. Hein. Parce que, bon, moi, je pense que le diagnostic est clair, hein, quand nous, on a fait. C'est qu'il
quelque part, le problème n'est pas le coach simplement. Non. Changer le coach au jour d'aujourd'hui, ça ne va rien résoudre, ça va même aggraver la situation, à mon avis. S'il n'y a pas un travail de fond à faire préalablement pour créer un contexte pour que le prochain coach puisse réussir. Mais maintenant, ce profil de prochain coach, parce que les pistes qu'on nous cite, hein, comme Conti, comme Ibengue, est-ce qu'aujourd'hui, ces profils-là peuvent contenter les supporters maliens, d'autant plus qu'on a eu Mohamed Magasuba et Eric Schell, qu'on savait ne pas être des top coachs, hein, mais en qui on a donné la confiance de pouvoir travailler. Les résultats n'ont pas été à la hauteur des attentes. Est-ce qu'aujourd'hui, les supporters n'ont pas, et le public sportif malien ne s'attend pas à un coach confirmé? Parce que moi, je pense que toute autre chose qu'un coach confirmé, ça va être la catastrophe aussi. Moi, tu peux réagir? Bon, déjà, moi, je pense qu'il faut quand même rendre honneur à Magasuba, Fousseni Diawara et Eric Sékou Chel. Parce que quand Magasuba, il a repris après, je crois que c'est une défaite cinglante, 6-0 contre le Maroc. 6-0, 6-0. Voilà, il est revenu avec Fousseni. Et il a amené un groupe de jeunes. Ils ont mis une identité aussi de jeu. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut. Eric Sékou Chel s'est appuyé un peu sur ça aussi. C'est sûr, juste en changeant le système. Donc, je pense qu'ils voilà, ils ont amené ce qu'ils pouvaient amener. Après, c'est sûr qu'ils ont eu, à un moment, ils ont eu des limites. Voilà, donc à un moment, il fallait laisser la place. Eric Sékou Chel est venu, pareil. Mais le prochain sectionnaire, il faut que ce soit pareil. Il faut qu'il arrive dans cette optique-là, c'est d'amener quelque chose. Alors, l'idéal, bien sûr, ça serait d'arriver à gagner quelque chose. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Faut travailler, faut mettre les moyens. Faut mettre les moyens. Voilà, il y a des choses qui ont été faites. Il faut continuer sur ça et il faut amener d'autres choses aussi. Il faut innover. Il faut pouvoir attirer aussi les joueurs. Les binationaux, il faut pouvoir les attirer. Parce que comment tu estimes qu'avec. Vous vous rendez compte, un joueur comme Adama Traoré, je parle de l'hispano-malien, un joueur comme ça, on n'a même pas réussi à l'attirer. Non, je vais aller trop loin. Même mon cousin. Voilà. Donc, justement, quelqu'un qui arrive à attirer toutes des générations futures. La sérénité, Momo, la sérénité. Il y avait la sérénité à ce moment-là. Shell, il dégageait quelque chose, en fait. Moi, je ne suis pas en train de faire l'avocat du diable ou l'avocat de Shell. Shell, en fait, le fait que on sait bien qu'on a une diaspora à l'extérieur qui pratique le football, qu'on veut amener au Mali pour renforcer l'équipe. On a pris un entraîneur qui fait partie de cette diaspora-là. En fait, et en gros, quelque part, il renvoie une sécurité à ces joueurs-là. C'est vrai. Ils savaient, en fait, ils arrivaient à se comprendre. Maintenant, allez trouver ça va être très compliqué. Mais la vérité, en vrai, qui arrive à la fin d'un cycle? Là, par exemple, quand vous parliez du cas Magasuba et Fousseni, en fait, ils ne sont pas arrivés à la fin d'un cycle. Ils sont arrivés à la fin d'un cycle de sacrifice. Ils n'avaient plus la possibilité de se sacrifier encore plus. Donc, à un moment donné, dès que l'entraîneur malien n'arrive plus à se sacrifier encore plus, et ben la fédération le vire et fait croire que c'est lui qui est à la fin de son cycle. En fait, il est juste à la fin du sacrifice. Magasuba et Fousseni ont tout donné pour cette équipe nationale, ont caché les maux de cette fédération et ils en ont payé les prix cassés. Eric est venu en espérant qu'il y ait une évolution, mais finalement, il s'est retrouvé dans la même situation, il a caché les mots et c'est lui qui a perdu. Aujourd'hui, que tu envoies Florent Ibengue, que tu envoies Conti, s'ils arrivent avec le contrat de sacrifice de la fédération, ça n'évoluera pas. Aujourd'hui, peu importe qui arrivera, s'il accepte de signer avec cette fédération, il arrivera au bout de son sacrifice, ils le vireront quand ça va chauffer pour lui. C'est aussi simple que ça. Je suis d'accord avec toi, Ousmane. C'est exactement ça. C'est d'où attaque la racine. C'est la racine. Ben oui, ça va rien de chercher, mec, lui. Faut dissoudre la fédération, c'est tout. Repartir à zéro avec des mecs comme Momo Sissoko, avec des mecs comme Kanouté. Parce qu'aujourd'hui, ces gens-là, ils sont volontaires. Hein. N'oublions pas que c'est la fédération qui leur ferme les portes. Aujourd'hui, pour pouvoir recruter des joueurs, aujourd'hui, Mamadou Bagayoko, si je me trompe pas, il avait posé un dossier. Ils lui ont jamais répondu. Ils lui ont jamais répondu. Ben voilà, donc au final, tant qu'on a des mafieux qui sont là et qui ferment la porte à ceux qui veulent travailler, il faut pas qu'on s'étonne ou qu'on cherche des solutions. Là où la racine du problème, c'est ceux qui contrôlent le football. On ne trouvera pas de solution tant que le problème, c'est eux. Eux, ils diront toujours, mais à chaque fois que tu cherches une solution, on va te casser les jambes.
Donc, il faut virer cette fédération. Comment, j'en sais rien. Mais tant qu'ils seront là, Pierre, Paul, Jacques, Hervé Renard, je sais pas qui, on n'évoluera pas. Ils iront au bout de leur sacrifice et ils diront stop. C'est tout. Tout à fait. C'est vrai. On va écouter un peu Drissa aussi, hein, qui est de retour. Drissa, aujourd'hui, bon, comme on l'a dit, hein, je pense que si le problème va au-delà de l'entraîneur, hein, c'est sur quoi on insiste. La fédération, bon, son départ, je ne sais pas si c'est la solution quand même. Hein. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Drissa, réorganiser l'équipe nationale, ajouter vraiment un nouveau staff qui peut gérer le football malien, est-ce que c'est envisageable? Parce qu'à un moment donné, je pense que Bavieux avait essayé de le faire, ça n'a pas marché. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, je ne pense pas. Maintenant, et vous savez, on est dans... il faut le dire, hein, aujourd'hui, on manque de ressources humaines qualifiées. Que ce soit au niveau de la fédération ou que ce soit au niveau du ministère des Sports. Ça coupe chez Drissa, non, les gars? Non, moi, je l'entends. Pardon? Non, j'entends. J'entends. Voilà, donc j'ai dit que ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'aujourd'hui, on manque de ressources humaines qualifiées, que ce soit au niveau de la fédération ou que ce soit au niveau du ministère. Parce que depuis l'arrivée de ce ministre en charge des sports, on savait qu'il était beaucoup plus impliqué dans les activités de jeunes que dans le sport. Et lui-même, il l'a dit. Maintenant, si tu te retrouves dans ce genre de contexte, et encore une fois, on revient sur le renvoi d'Eric Schell, est beaucoup plus au motif, au fait. Parce que moi, avant, parce que c'est pas sportif, tout le monde le sait, mais j'ai comme l'impression que les gens ici sont beaucoup plus basés sur les commentaires des réseaux sociaux après une déception pour prendre une décision. Voilà, pour prendre une décision hâtive. Alors que après cette décision, le plan B qu'ils envisageaient est aussi, bon, entre guillemets, n'est pas partagé par tout le monde au sein du comité. Donc, tu vois un peu, donc, on se retrouve comment? On se retrouve dans une incertitude. Et aujourd'hui, s'il faut chercher un sélectionneur, vous avez dit, moi aujourd'hui, même quand tu regardes sur le marché, ben, les sélectionneurs avec beaucoup plus d'expérience, est-ce qu'il y en a? Il n'y en a pas beaucoup en tout cas. Franchement, il n'y en a pas beaucoup en fait. C'est vrai. Voilà. Donc, au-delà même de l'aspect financier, il y a pas énormément de monde sur le marché. Exactement. Au-delà même de ça, au plan local, les gens ont cité beaucoup. Mais même à l'expatrié, est-ce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont de l'expérience, même un sorcier? Il n'y en a pas. Donc, tu sais, nous, notre problème, il est beaucoup plus structurel. C'est que on gouverne à tue-tête. Quand il y a des résultats, tout le monde est content. Mais à chaque fois, quand il y a une déception, comme Ousmane l'a dit, on regarde la tête de quelqu'un seulement, on lui met toute la responsabilité pour faire taire les critiques et puis bon, bah, c'est basta, c'est fini. Est-ce que c'est ça qui règle le problème? Ce n'est pas ça. Aujourd'hui, et nous on a dit, ça fait combien d'années? Depuis 2017, si on peut le dire, ou sinon même depuis 2017 à maintenant, si Marasuba, après sa nomination comme sélectionneur intérimaire, ensuite directeur technique, à l'époque également, après ça, il a débuté l'intérimaire à partir de 2019. De 2019 à aujourd'hui, on n'a pas une direction technique opérationnelle. Où on peut dire que quand un coach est là ou un sélectionneur est là, il peut apporter et sa connaissance avec l'équipe qu'il a pour soutenir le sélectionneur. Ça, c'est déjà un problème. Ça, c'est un problème d'abord. Donc, ça, c'est déjà structurel. Maintenant, au-delà de ça, vous avez parlé, c'est qu'aujourd'hui... DTN, excuse-moi, on n'a pas de DTN. Excuse-moi, on n'a pas de DTN. Voilà, c'est ça que j'ai dit. On n'a pas de direction technique nationale. On n'en a pas. Mais les gars, ça veut dire excuse-moi, ceux qu'on est parti faire à la CAN, le jeu qu'ils ont produit, le savoir, les acquis, là où on a négligé, en fait, il n'y a pas de compte rendu, il n'y a pas de suivi, en fait. Là. Justement. Exactement. Donc, alors que l'analyse, elle devrait commencer par ça. Après, on a tous parlé qu'à un moment donné, il nous manque des joueurs avec du caractère. Oui. On est faible sur le plan mental. Mais après, on en a parlé. Et depuis ce jour jusqu'à maintenant, est-ce que vous avez vu un psychologue dans l'effectif des aides? Moi, je vous ai dit de prendre un griot. C'est le même boulot.
Il faut laisser. Mais Brahma Soumano, là, il est venu, on a bien joué face au Burkina, la Côte d'Ivoire. Non, Soumano, il est venu après le Burkina. C'est contre la Côte d'Ivoire également. Ce que vous ne savez pas, contre la Côte d'Ivoire, en termes même nourriture, tout, on a tout changé. Oui, j'ai entendu, oui, tout à fait. Bon, tu vois. Donc, alors qu'on est... bon, ce sont des trucs qui doivent nous pousser à réfléchir et à prendre des bonnes décisions et à corriger nos insuffisances. Mais aujourd'hui, après la CAN, le coach, il n'a pas fait son rapport, la fédération n'a pas fait son rapport, le ministère n'a pas fait son rapport. Donc, on a continué avec ça comme ça. Là, ça veut dire que personne n'a fait son travail. C'est compliqué. Donc, voilà, donc c'est compliqué. Donc, c'est pourquoi je dis notre problème, il est beaucoup plus structurel. Si on avait des bonnes structures où chacun remplissait ses responsabilités, ben, celui qui vient, il vient seulement, il apporte ce qu'il peut faire dans un... Donc, on peut même chercher notre sélectionneur à travers le profil qu'on recherche pour nous faire passer cette étape-là. Parce qu'il ne faut pas oublier, avec Marasouba, ça a été le même problème. 2 huitièmes de finale où ça arrive à un moment donné où on attend l'équipe de passer à passer un cap, ça passe pas. Et on a connu ce même problème avec Kirichel. Et on a vu face au Ghana également, il a manqué ce fighting spirit. Donc finalement, qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qu'il nous faut? Ben, il nous faut également un coach ou bien un sélectionneur qui peut nous faire passer cette étape-là où on a un témoignage d'Ali. Ah bon, Ali, voilà, il faut le faire venir. Parce que nous, on n'a pas vu. Même après la CAN, on a demandé un rapport. Même après la CAN, on a demandé un rapport. Ah, mais voilà, après chaque regroupement, mais après la CAN, moi, je parle de la CAN, en fait. Le regroupement, c'est fait. Mais moi, j'ai parlé de la CAN. Si je ne me trompe pas, hein. Moi, j'ai parlé de la CAN. Et puis, j'ai dit, et le ministère, et le coach, et ensuite la fédération. Personne n'a produit un rapport. Personne jusqu'à... Bon, voilà, parce qu'on n'a pas vu, on n'a pas entendu parler, personne n'en a également parlé. Drissa, on s'achemine vers la fin de l'émission. Avant d'arrêter, on va donner la parole, on va faire un tour de table, hein, parce que comme on l'a dit aujourd'hui, c'est la crise, crise du football malien, sans sélectionneur, sans plan réel. Pour éviter vraiment le fiasco, qu'est-ce qu'on peut attendre, qu'est-ce qu'on peut espérer voir dans les jours à venir pour éviter un fiasco? Même si la situation est difficile, hein, pour moi, c'est jamais désespéré. On va donner la parole à Diaby. Diaby, qu'est-ce qui peut être fait dans les jours à venir pour rassurer un peu le public sportif malien qu'on n'est pas en train d'aller droit dans le mur? C'est difficile à dire. Hein. Il faudrait peut-être trouver un sélectionneur, entre guillemets, de renom qui rassurerait le public. Mais ça, c'est un truc de façade parce qu'après, c'est ces preuves qu'il faudra qu'il fasse sur le terrain. Mais comme Ousmane le disait avant, il va venir, mais la problématique sera toujours la même chose, en fait. Franchement, c'est difficile à... Je pense que ce qu'il faut faire pendant... Là, c'est les vacances. Bon, moi, en tout cas, je pense... Moi, je demande aux joueurs de prendre leurs responsabilités. Voilà. Est-ce qu'ils veulent continuer comme ça? Dans ces cas-là, continuer à jouer avec le prochain sélectionneur. Et puis, on continue, échec sur échec. Et puis, à la finalité, on va durer comme ça pendant plus de 10 ans. Vous vous rendez compte, on est en 2024. Moi, le Mali, la première fois que j'ai regardé le Mali, c'était en Tunisie 94. Avec Farota Ousmane dans les buts, personnellement. Et aujourd'hui, on est toujours au même point. C'est vrai qu'on n'arrive pas à progresser. Ousmane, alors, qu'est-ce que tu espères voir dans les prochains jours? Moi, je ne vais pas passer par 4 chemins. La seule chose que j'espère voir, c'est la dissolution de la FEMAFOOT. Moi, je ne cherche pas à avoir un nouveau coach. Je cherche pas. Mais un nouveau coach pour faire quoi? Qu'est-ce que je peux voir de plus que ce que j'ai vu depuis 22 ans? Un nouveau coach qui arrive dans une fédération qui ne veut pas évoluer? Tant que c'est les mêmes, ça ne changera pas. La seule chose que moi, je veux voir, c'est la dissolution de la FEMAFOOT. Qu'on reparte à zéro, qu'on reparte avec un projet sain, avec des gens sains qui sont prêts à faire en sorte que le football malien évolue. Tant que ce n'est pas ça, on pourra dire tout ce qu'on veut. Mais j'attends un Florent Ibenge. Au mieux des cas, hein, j'attends un Florent Ibenge. Il a fait du bon boulot avec le Congo. Oui, c'est un entraîneur qui a une vision. Mais encore une fois, un entraîneur qui a une vision dans une ferme,
c'est rien d'autre qu'un fermier. Donc, au final, s'il arrive là-bas et qu'on lui donne pas. Non, mais, non, mais c'est la vérité. C'est vrai. Mais voilà. Donc, s'il arrive là-bas avec les mêmes prétentions qu'Eric, eh ben, il se retournera comme Eric, il rentrera chez lui au Congo, il dirait rien à faire au Mali. Donc, moi, je suis désolé, j'attends un sale coup des joueurs. Ça veut dire que les joueurs ne viennent plus en équipe nationale et j'attends la dissolution du football de la fédération malienne. C'est tout. Moi, j'attends rien d'autre. Merci Ousmane. Youssouf, qu'est-ce que tu espères pour les prochains jours pour sauver la situation, pour sauver ce qui peut être sauvé? On repart de zéro, que la fédération soit dissoute, que les joueurs prennent leurs responsabilités. Qu'ils ne viennent pas en sélection. Il faut qu'ils sacrifient leur carrière en fait. Pour qu'on, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête et qu'on reparte de zéro, que les anciens joueurs aussi se mouillent. Vous avez subi ça, vos petits frères sont en train de subir. Et les prochains, les Brahim Diarra, les Makalou vont subir la même chose. Si les Amari Traoré, les Samasekou, les Aïdara, les Sekouna Kate ne coupent pas les points avec la sélection. Il faut mettre la fédération devant le fait accompli. C'est bon, vous avez échoué. On repart de zéro avec des gens qui sont de la qualité, qui veulent aller chercher des titres et qui veulent travailler sereinement dans un endroit sain. Et basta. Il faut dissoudre la Fédé. Point final. Merci Youssouf. Drissa, alors ton souhait pour les prochains jours? Bon, en tout cas, moi, je l'ai dit, en tout cas, quel que soit le coach qui vient, l'environnement, de la même manière dont il est, si ça ne change pas, ça va rester la même chose. Et j'ai toujours dit que on n'a pas un problème de sélectionneur. Maintenant, aujourd'hui, la question, c'est qui va dissoudre? C'est ça. C'est le ministère des Sports. Exactement. Maintenant, non, le ministère des Sports, bon, si le ministère des Sports, on va nous parler d'une suspension. Maintenant, aujourd'hui, ce sont les acteurs eux-mêmes qui doivent être responsables. En fait. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, Idrissa. S'il faut qu'on soit. Attends, j'allais venir avec mon raisonnement. Aujourd'hui, ceux qui doivent prendre les responsabilités, ce sont les responsables sportifs. C'est eux, au fait. Parce que c'est eux qui se rassemblent pour élire. Et cette élection-là, tout le monde l'a dit, on savait que comme ça allait être difficile pour nous. Voilà. Ça, c'était quelque chose qui était prévisible, quoi, en fait. Maintenant, aujourd'hui, c'est les acteurs sportifs. Maintenant, c'est ceux qui doivent élire, ce sont les mêmes qui sont également au sein de la fédération. C'est ça, ouais, c'est ça. On est dans une situation compliquée. Donc, aujourd'hui, maintenant, il y a une seule chose qui peut mettre fin à tout ça là. C'est à partir du 2 juillet, si j'ai bonne mémoire, il y a un ancien vice-président de la fédération qui a attaqué certains procès-verbaux et ensuite le championnat de la fédération où il a parlé des usages de fou et usage de fou. Peut-être avec cette décision du TAS qui est attendue, si ce dernier gagne, là, ça peut mettre fin à quelque part. Parce qu'en plus du championnat, il a parlé également des qualités également, de la situation du président actuel. Donc, lors de ce procès. Ils l'ont pris en prison. Voilà. Donc, en tout cas, c'est la seule chose. Au-delà du verdict de ce dernier qui peut sceller. Ensuite, s'il n'y a pas ça, il faut que c'est les responsables sportifs qui doivent prendre leurs responsabilités à un moment donné. Et ce sont les mêmes qui se retrouvent au sein de la fédération aujourd'hui. Donc, et les joueurs, tu ne penses pas que les joueurs, ils peuvent aussi... les joueurs aujourd'hui, eux, ce qu'ils doivent faire, c'est dénoncer. C'est dénoncer, en fait. Et ce qu'ils doivent faire, c'est dénoncer. Ça peut contribuer. Voilà, ça peut contribuer à faire quelque chose. Dénoncer et être solidaire en même temps. Voilà, parce qu'aujourd'hui, quand un joueur fait une déclaration concernant une situation, on a vu ce qu'Amari a fait, c'est parti. Voilà, aujourd'hui, c'est ça, en fait. Maintenant, quand on parle de diffusion, voilà, parce qu'il y a un truc également que les gens, il y a quelque chose que les gens également doivent savoir. C'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, si le ministère, on va dire, la FIFA va parler d'élection. On va parler de suspension à ce niveau. Donc, même si on est suspendu, si on demande à revenir, on va revenir avec les mêmes parce que la FIFA les élections, non, pas avec eux. Non, attention.
faut pas oublier une chose. La FIFA, elle sait très bien que la fédération survit parce que c'est l'État qui finance. Et donc l'État dit, mais attends, moi je finance, mais en fait, les sous ne sont pas utilisés dans ce cas doivent être utilisés en fait. À partir de ce moment-là, bah, l'État suspecte qu'il y a des détournements de deniers publics. Là, elle rentre et la FIFA le sait. Elle le sait si l'État brandit ça, donc du coup, bah, il y a l'enquête. Une fois que c'est fait, l'État dit, bon ok, c'est fait, on a enquêté, maintenant, on demande qu'il y ait des élections transparentes, libres, au sein de la Fédération malienne de football. Là, moi, je veux parler du... Parce qu'il y a... Tu sais, il y a un cas précédent, peut-être Youssouf, en 2017 ou en 2017 ou 2016, il y a un ministre qui avait pris ce genre de décision pour mettre en place un comité de normalisation à son nom, mais la FIFA. Oui. Voilà, donc la FIFA a dit quoi? La FIFA a dit niet, mais on est revenu avec les mêmes personnes quand la décision a été quand le ministère était revenu sur sa décision. On est revenu avec les mêmes éléments jusqu'à la fin du mandat. C'est après ça que la FIFA est venue et elle a mis en place un comité de normalisation pour arriver à cette élection en 2019 et répartir encore sur l'autre élection. Mais l'élection qui s'est tenue à l'absence du président actuel, elle s'est faite devant le deuxième vice-président de la CAF. Ah ouais. Elle s'est tenue devant le deuxième. Voilà. Ah non, mais donc, je crois que c'est le premier ou deuxième vice-président. Donc, le premier vice-président, c'est Anouma, je me trompe. Jean-Jacques Anouma. Non, je crois que Senghor doit être le premier et le Mauritanien le deuxième, ou bien le Mauritanien le premier. Voilà. Donc, justement, s'il y a ce genre de situation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui élisent, c'est eux qui doivent également prendre les décisions. Et aujourd'hui, malheureusement, ce sont les mêmes qui sont à la fédération. Donc, il faut comprendre ce contexte-là. Il faut comprendre ce contexte-là. À un moment donné, il faut comprendre ce contexte-là également. Excuse-moi, sans te couper. Je comprends, d'accord. On part sur ce principe-là que tu es en train de dire. Les joueurs aussi ont des représentants syndicats, des représentants au niveau de la FIFA et au niveau de la CAF aussi pour protéger les droits des joueurs. On est d'accord jusqu'à ce point-là. Eux, ils constatent qu'en fait, dans le cadre de leur activité, en fait, le fait de jeu pour la nation, il y a un bazar pas possible. Ils sont au courant de beaucoup de choses. Eux aussi, ils peuvent en fait aussi aller auprès de... Si je ne me trompe pas, c'est Jérémy Ndita qui gère ça à la CAF. Il y a un organisme à la CAF qui protège aussi les joueurs. Tout ce qui est lié au contrat, plein de choses et tout. Il y a beaucoup de choses qui rentrent là-dedans. Eux aussi peuvent aller auprès de ça pour se plaindre auprès de ça en fait. Certes, notre fédération, il y a ça. Maintenant, demain, l'État décide de la dissoudre et tout. C'est pas possible. Mais nous aussi, on demande qu'on soit protégé parce qu'il y a des choses, en fait, limite, en fait, on est en danger parce que ce qu'ils ont fait là pour leur voyage en Afrique du Sud, ils les ont mis en danger, en fait. Tu ne fais pas voyager quelqu'un pendant 13 heures. Il vient, il n'a pas le temps de récupérer. Quand il fait 13 heures de vol, il te faut 13 heures de repos pour récupérer. Et tu lui fais jouer 9 heures après, il commence un match de football. Mais tu mets son corps en danger, en fait. C'est vrai. Par le manque de ils auraient pu se blesser, en fait. Se blesser, en fait. Les clubs de ces gens-là ont pu se retourner contre la fédération malienne, en fait. C'est vrai. Et à un moment donné, moi, je suis d'accord avec toi, mais il y a des solutions. C'est aux joueurs de prendre leurs responsabilités. Il faut qu'ils soient unis, qu'ils aillent au bout. Là, il faut que la fédération soit complètement dissoute. Et on repart. Et les anciens joueurs, c'est le moment où jamais de sortir. C'est le moment jamais pour sortir. Là, il faut arrêter ça. Et à un moment donné, moi, j'ai une... Mais si tu regardes, mais je t'ai dit, on vit dans un Walt Disney. C'est pas normal, en fait. Ils ne sont pas capables de créer un championnat professionnel, d'instaurer un salaire minimum, de dire à chaque club, les clubs Mali, ce sont des entreprises privées. Donc, tu crées un championnat professionnel, tu attires des sponsors, tu mets un minimum de couverture sociale sur les joueurs. Il n'y a pas ça. Ils n'ont pas pu créer ça en 2 mandats. Et ils veulent aller chercher des sélectionneurs pour leur demander l'impossible. Mais non, il faut arrêter. Merci, Youssouf. Youssouf, on va conclure. En tout cas, moi, je vous remercie tous d'être venus. La situation, pour moi, elle est grave. Mais bon, tout n'est jamais perdu. Tout n'est jamais perdu. Moi, je pense que quelque part,
les décisions à venir dans les jours, les décisions qui seront prises dans les jours à venir vont vraiment orienter les choses. Je pense que les joueurs, avant le boycott, il faut déjà voir quelles sont les décisions qui vont être prises parce qu'on est encore dans le flou. Pour moi, il y a une crise de confiance entre la fédération et le public sportif malien qui peut être résolue si, comme Diaby l'a dit, avec un coach qui soit accepté de Toulouse et surtout peut-être le retour des anciens dans la gestion de l'équipe nationale. En tout cas, ces scénarios pour moi sont compliqués parce que la relation s'est pourrie entre la fédération et ses joueurs, ces anciens joueurs qui ont la confiance du monde sportif. Et donc, il y a un travail de fond à faire. Moi, je pense que l'État doit aussi... oh, voilà, Sinéoko est blessé. C'était prévisible avec les conditions de voyage et autres. Merci à Ali pour l'information. C'était logique. Voilà, 13 heures de voyage, je ne peux pas jouer au football. Donc, je pense que l'État, quelque part, doit taper sur la table, avoir des exigences. C'est vrai que l'État ne peut pas ordonner peut-être la dissolution. Là encore, je ne sais pas, parce que si le président de la fédération est en prison depuis 1 an, est-ce que ce mandat est encore valable? Je ne sais pas. Il faut voir dans les textes. Sur le plan juridique, toute personne qui commet quelque chose, Brahim, si tu occupes une fonction et qui était en prison, tu ne peux plus l'occuper. Donc, à un moment donné, ça s'arrête là, en fait. On dissout la chose, on refait des élections. Bon, donc ça, c'est avant d'explorer ça, peut-être de taper sur la table pour imposer un certain nombre de personnes autour de la gestion du football, parce que l'État qui paie quand même, et il y a des moyens qui sont engagés. Donc, bon, les pistes sont à explorer, mais ce qui est certain, le seul changement de d'échelle n'apportera pas de solution et la direction qu'on semble vouloir prendre, c'est plus la direction du chaos qu'autre chose. Donc, je pense qu'il est temps de s'asseoir, réfléchir, se donner le temps d'une vraie décision et se donner le temps d'identifier aussi la source des choses. Et voilà, en tout cas, nous, on va vous informer quand on aura plus d'informations. Donc, on remercie encore les uns et les autres d'être venus sur le plateau. Il ne faut pas vous décourager. L'heure est grave, mais rien n'est désespéré. Inch'Allah, un jour, ça va se construire. Donc, gardons la foi et on vous tiendra informés. Voilà. Okay. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. Oui. Africa Sport 24. Africa Sport 24, une nouvelle version de vous informer sur les réseaux sociaux. Africa Sport 24 sur Facebook et YouTube, c'est aussi le grain des aigles du Mali et d'autres informations sportives. Africa Sport 24, une émission préparée et présentée par Soule Koulibaly et Ibrahima Tungara. Avec Africa Sport 24, c'est vous informer autrement.